3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en cette fin de semaine? En ce moment, vous avez l'habitude, le samedi c'est Coast to coast, oui, on sait. Comment tu m'as coupé l'herbe sous le pied, toi? Mais ouais, le samedi c'est coast to coast. Là, on est dans une période où j'aimerais bien évoquer tout plein de choses, mais je ne peux pas vraiment. L'actualité est trop riche en ce moment, et la saison bat son plein. Du coup, ça me semble essentiel de garder un pied dedans, au moins une fois par semaine. Alors aujourd'hui, vu que l'équipe est complètement incroyable depuis le début de la saison, c'est le Jazz d'Utah que l'on va aborder. Bon, vous avez la chance de les avoir vus jouer contre Milwaukee la nuit dernière. À mon avis, c'était une rencontre qui était un vrai test. Moi, au moment où je tourne, on est vendredi matin et le match n'a pas encore eu lieu. Je ne peux donc pas le prendre en compte dans mon analyse. C'est dommage quand même, ça aurait été riche, mais ne vous en faites pas, j'ai quand même un échantillon de 25 matchs sous la main. Et à travers ces 25 matchs, les hommes de Quinn Snyder ont réussi purement et simplement à s'afficher avec le meilleur bilan de toute la ligue. Après, est-ce que c'est une surprise ou non? Je sais pas, moi je les attendais très haut, mais aussi haut, je ne pense pas. Donc même s'ils ne représentent pas la franchise qui fait le plus de buzz, le plus de bruit, je pense quand même qu'ils ont amplement mérité que je fasse un focus sur eux. Alors bien sûr, qui dit Utah Jazz dit avant tout Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Bien évidemment, j'aborderai toute la team de long en large, mais avant tout, je me concentrerai sur ces deux piliers essentiels dans le collectif. Mais encore avant tout ça, de toute façon, je poserai le contexte. Enfin bref, vous verrez bien, je crois de toute façon que vous avez capté l'idée, donc je n'insiste pas plus longtemps. C'est parti pour un nouveau Coast to Coast. Donovan Mitchell et Rudy Gobert peuvent-ils porter le Jazz jusqu'au bout cette saison ? Allez, pour commencer, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la coutume, il faut planter le décor. À Utah, la saison dernière fut le théâtre de pas mal d'événements chaotiques. Suite à l'épisode Covid, durant lequel la relation Donovan Mitchell-Rudy Gobert fut mise à mal, le Jazz arrivait dans la bulle de Disney avec beaucoup d'incertitudes. Les deux piliers de l'équipe pouvaient-ils s'entendre? Le Jazz pouvait-il performer dans ces conditions? L'absence de Bojan Bogdanovic sur blessure ne serait-elle trop handicapante? Ah ouais, beaucoup d'interrogations en effet, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les réponses. Eh bien, à la sortie de cette bulle d'Orlando, le bilan a été mitigé. Donovan Mitchell, pendant les playoffs, était tout simplement sur une autre planète, et son duel du premier tour face à Jamal Murray a juste atteint des hauteurs phénoménales en termes de niveau de jeu et de compétitivité. Malheureusement pour le Jazz, l'équipe a fini par échouer en 7 matchs après avoir pourtant mené 3 victoires à 1 dans la série. Le pire, c'est que ça s'est joué à tellement peu de choses, vraiment peu de choses, à un shoot clutch réussi de Mike Conley près. La déception était grande, on s'en doute, et repartir de Disney dans ces conditions n'a pas ravi grand monde à Salt Lake City. Ceci dit, malgré la frustration, tout n'était pas à jeter dans ce qu'ils ont montré, loin de là. L'équipe a su faire preuve d'une vraie résilience, d'un vrai esprit compétitif, et surtout, Donovan Mitchell s'est affiché en superstar. Peut-être qu'en fait, il manquait juste un poil d'expérience à Spida pour passer au tour suivant. Mais en tout cas, tous ces points-là que j'évoque, il me paraissait très cohérent de s'appuyer dessus pour la suite à Utah. D'accord, donc un Mitchell brillant en froid avec Gobert. Ils n'ont pas eu l'idée de l'envoyer ailleurs pour faire la place à Spida? C'est ce qui se murmurait dans les coulisses, mais visiblement, les rumeurs étaient fausses, et tant mieux. L'équipe comptait sur son duo, il n'y a pas de doute. Et là, le staff a fait du très bon taf pour réconcilier tout le monde et les mettre sur le même chemin. De toute façon, quand tu parles avec deux compétiteurs, que tu leur montres que tu comptes sur eux et que tu as de vrais objectifs qui les impliquent, les petites querelles sont souvent vite oubliées. Quand deux gars ont la même vision des choses, ont le même but, veulent aller au même endroit, il n'est pas si difficile que ça finalement de les réconcilier. Et puis là-dedans, le Jazz est allé plus loin encore. Pour entériner définitivement toute potentielle controverse, Rudy a signé un énorme contrat sur le montant et sur la durée. Voilà de quoi affirmer que oui, à Utah, on compte définitivement sur le duo Gobert-Mitchell. Et visiblement, ce qui est positif, c'est que ce duo aussi semble vouloir s'investir sur la durée à Salt Lake City. Tout le groupe a donc eu 3 mois pour se refaire après la bulle, et ces 3 mois, ils ne les ont pas pris à la légère. Les gars sont arrivés déter. J'ai senti que cette année, nous sommes tous arrivés avec un sentiment de revanche. Nous avons un vrai objectif, et nous avons besoin de ne jamais l'oublier si nous voulons accéder à ce que l'on veut. Même si Rudy ne dit pas clairement quel est cet objectif, peut-être pour ne pas se porter la poisse, on imagine que c'est un titre, rien de moins. Et à ce jour-là, au moment où je tourne, le Jazz prouve clairement que ces idées-là, ces buts ne sont vraiment pas là pour décorer. Comme je le disais dans l'intro, ils ont le meilleur bilan de la NBA, avec 20 victoires et 5 défaites, c'est lourd. Surtout quand en plus de ça, on sait qu'ils ont chopé 16 wins lors des 17 rencontres. Peut-être 17 en fonction du match face aux Bucks, peut-être pas, je ne sais pas si cette série va continuer. En tout cas, victoire ou défaite, ce qui me plaît, c'est qu'Utah restera au sommet, et tout ça sans véritable superstar au sens propre du terme. Par exemple, les équipes qui sont juste derrière le Jazz, que ce soit les Lakers, les Clippers, les 76ers ou les Bucks, possèdent tout un joueur qui, selon le vote des fans, se retrouverait titulaire au All-Star Game. Donovan Mitchell n'est que 4ème au vote parmi les guards, et Rudy Gobert n'est même pas dans le top 10. What the fuck?
Pour une équipe qui est au sommet de la ligue, c'est ouf, non? En tout cas pour moi, qui privilégie les performances collectives aux statistiques individuelles, c'est juste inadmissible. Alors vous allez me dire peut-être que c'est juste un coup de chaud de début de saison, que vous ne croyez pas en eux et que c'est pour ça que vous ne votez pas pour Mitchell ou pour Gobert. Et pourtant apparemment je ne suis pas le seul à croire à cette hype. Écoutez plutôt ce que Steve Kerr, qui en connaît un rayon sur les équipes victorieuses, avait à dire il y a quelques semaines sur cette franchise du Jazz. Le Jazz est une équipe expérimentée, ils essaient de remporter un titre et je pense qu'ils en sont capables. Je pense qu'ils en sont au même point que nous il y a 3 ou 4 ans. Bon, il y a 4 ans les Warriors remportaient déjà leur 2e titre, donc désolé Steve, mais impossible de dire que le Jazz en est déjà là. Par contre, il s'est peut-être juste emmêlé les pinceaux dans les dates. Il y a 6 ans, en 2015, peu de monde en début de saison pensait que Golden State obtiendrait une bague. Pourtant, après une saison magistrale et des playoffs qui l'ont été tout autant, ils accédèrent au Graal. Le Jazz peut-il être ce genre de team? Ce serait fou. Surtout que la franchise, créée en 1974, n'a jamais remporté de titre. Leur dernière finale remonte à 1998 et leur dernière finale de conférence à 2007. Ça commence à dater. Peuvent-ils revenir à ce level dès cette saison? Bien pour ça, maintenant qu'on a étudié le contexte, on va analyser tous les éléments de façon précise. Ah, de l'analyse. Parle-nous du duo Gobert-Mitchell pour commencer. Oui chef, on entame avec Donovan Mitchell. Je suis tellement dithyrambique à son sujet, pour moi il est la raison pour laquelle le Jazz domine la NBA à ce jour. Pour débuter, on va parler de ses chiffres. Dans tous les domaines importants, l'arrière est au moins aussi bon que l'an dernier, mais là, une chose me marque particulièrement. Depuis quelques temps, là, Spida est en train de monter en puissance, mais violent. Sur les 5 derniers matchs, là, tous remportés par le Jazz, le mec tourne à 28,6 points de moyenne par rencontre, c'est très lourd. Mais surtout, moi, là où il m'impressionne le plus désormais, c'est dans ses choix offensifs, qui se sont énormément améliorés. Jamais il n'a fait autant de passes décisives, jamais il n'a aussi bien shooté de loin, ça déjà c'est significatif, mais son impact, je trouve, va bien au-delà des chiffres. Si vous en doutez, là, regardez le Jazz jouer sur les matchs récents, et regardez comment l'arrière se comporte depuis la blessure de Mike Conley. Spida en attaque a carrément pris les choses en main. Il score, il est adroit, il distribue, c'est un truc de malade. Ses progrès dans la prise de décision, liés à son gain en maturité, sont juste phénoménaux. Et je ne suis pas le seul à le penser, écoutez plutôt ce que Rudy Gobert a à dire à ce propos. Ses plus gros progrès sont liés à la prise de décision. Il est vraiment capable de comprendre le tempo des matchs et de trouver ses coéquipiers au bon moment. Chaque année depuis son arrivée, il a progressé, mais là c'est flagrant et ça porte l'équipe à un tout autre niveau. C'est exactement ça, et ces paroles elles me plaisent, ça prouve que la hache de guerre a définitivement été enterrée. Et ce qui me plaît encore plus dans cet aspect, là où il y a une évolution aussi, c'est que désormais l'impact de Mitchell se fait sentir sur chaque possession, de l'entre-deux à la 48e minute. Le gars est ultra focus, imperturbable et a désormais une faculté à contrôler tout un match que je ne lui connaissais pas avant. Enfin si, on avait pu voir ça dans la bulle un peu, mais ça confirme que tout ce qu'il a fait là-bas n'était pas juste un coup de chaud exceptionnel. Pour illustrer ces éléments, reparlons du match face à Boston de mardi soir. Ouais, ce match je vais pas mal l'aborder parce que pour moi il est vraiment une référence en termes de niveau atteint par l'équipe du Jazz. Mais là revenons à Mitchell et face à lui, les 6 défensivement ont tout essayé, mais il n'y avait rien à faire, leur adversaire était juste trop fort. Pourtant il y en a eu des défenseurs qui ont essayé de le limiter, surtout que Brad Stevens adore que ses joueurs switch à chaque écran. Mais rien à faire, si Spida se retrouve face à un big, il le cuisine sur son premier pas, tandis que les autres il les bouffe avec des pull-ups. Après bon, ce n'est pas non plus un surhomme, on s'en doute, et même s'il était chaud bouillant et qu'il a mis 36 points, il ne pouvait pas non plus scorer à chaque action. Et justement, c'est ce que j'ai bien aimé, lorsque la défense était en place, il n'a pas paniqué. Je l'ai trouvé très patient, et ça c'est nouveau chez lui. Que ce soit sur pick and roll avec Gobert ou en trouvant les shooters démarqués, Mitchell a juste éclaboussé cette rencontre de son talent. Et oui, il peut scorer, mais aussi lâcher le ballon. Ses 9 passes décisives lâchées ce soir-là ne sont vraiment pas dues au hasard. Le gars est juste en train de se développer en superstar, et ça, les votants pour le All-Star Game ne le voient même pas. Il est lock sur chacune de ses possessions, il ne force pas son talent et laisse le jeu venir à lui. Il veut juste devenir meilleur et il ne se satisfera pas de ce qu'il a déjà. Il est très jeune et pourtant il ne se reposera jamais sur ses lauriers. Cette volonté de vaincre, ce sentiment de revanche pousse réellement Mitchell à viser plus haut, à se surpasser. Offensivement, il se transforme en maestro et c'est tout le Jazz qui progresse autour de ça. Mais bref, je vais m'arrêter là sur Mitchell, sinon vous allez croire que je suis complètement love, mais vous avez capté, depuis le début de saison, il m'impressionne vraiment. Ouais, grâce à Mitchell, l'attaque d'Utah est performante, mais lui ce n'est pas non plus un super défenseur, j'ai l'impression. Du coup, ça donne quoi de ce côté-là du terrain au Jazz? Eh bien, si tu veux qu'on parle de défense, c'est qu'il est temps de parler de Rudy Gobert. Tout le talent dont Mitchell dispose en attaque, Gobert le possède en défense. Le duo est si complémentaire dans ce qu'il apporte sur le terrain. Gobert, depuis des années maintenant, est juste le ciment défensif de cette équipe d'Utah, et je trouve ça vraiment important. Surtout que ces dernières années, avec des arrivées comme Jordan Clarkson ou Bojan Bogdanovic, l'équipe a décidé de se tourner un peu plus vers l'offensive. Et pourquoi, à votre avis, Utah se situe toujours dans les top défenses de la ligue, grâce à Rudy, personne d'autre? À ce jour, il tourne à 2,7 contre de moyenne par match, sa meilleure perf en
en carrière. En NBA, seul Miles Turner en pose plus que lui. Sauf que Turner a un defensive rating de 107 contre 102 pour Gobert, la différence est énorme. Vous voulez aller plus loin encore? Quand Gobert est sur le parquet, les adversaires shootent en moyenne à 42,6%. Du côté des Pacers, quand Turner est sur le terrain, leurs adversaires shootent à 45, je vous le dis, c'est flagrant. Compter les contres, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour évaluer l'impact défensif global d'un joueur. Et ça, ce n'est pas nouveau, rien que par sa présence, Gobert est élite dans la faculté à dissuader les adversaires de venir lui scorer sur la tête, c'est ouf. Il est clairement l'un des rim protectors les plus efficaces de la NBA, et ça, ce n'est pas un secret. Mais mieux encore, quand il est associé à Mike Conley, c'est un truc de malade. Lorsque les deux évoluent ensemble sur le parquet, le Jazz présente et de loin le meilleur plus-minus de la ligue. Ok, les stats ont l'air folles, mais arrête avec ça, ça me donne mal à la tête. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'en fait, il ne suffit pas de faire sortir Gobert de la raquette pour pouvoir marquer plus facilement? Alors là, bravo, pour une fois, t'as mis le doigt là où il fallait. Effectivement, face au Jazz, tenter de faire sortir Rudy de la raquette représente exactement ce que les adversaires essayent de faire. Et ça paraît logique en fait. Déjà parce que Rudy est moins à l'aise pour contenir les drives que pour contrer des ballons, mais surtout parce que quand dans la peinture, le chat n'est pas là, les souris dansent. Sauf que c'est cool de dire qu'il suffit de le faire sortir, encore faut-il y arriver. Quinn Snyder réussit très bien à adapter sa défense pour faire en sorte que Gobert reste le plus souvent possible en place, et c'est intelligent. Et quand bien même il serait amené à sortir sur un switch par exemple, ce n'est plus aussi catastrophique qu'avant. Je vais reparler du match de mardi encore une fois face aux Celtics, et j'ai trouvé qu'il avait fait de bonnes choses face à Kemba Walker par exemple, dans des situations de 1 contre 1. Tout ça franchement c'est hyper positif, et ça fait que pour moi il reste encore réellement en course pour le trophée de meilleur défenseur de l'année, une 3e fois en 4 ans. Et oui, je te vois venir, tout ça malgré la foudre qu'il a prise il y a une dizaine de jours face aux Nuggets. Contre Jokic, je ne vais pas mentir, Rudy est vraiment en difficulté. Bon, en même temps, il est pas le seul en NBA, mais c'est vrai que pour un gars comme lui, le Serbe représente le pire profil. Physiquement, il est beaucoup trop puissant, et dans le 5 à Utah, il y a que Rudy réellement qui peut le limiter. Sauf qu'en parallèle, j'en parlais dans ma vidéo d'il y a 15 jours, Jokic excelle pour se comporter comme un playmaker, comme un meneur de jeu au périmètre. Son talent phénoménal lui permet aussi bien de jouer derrière la ligne à 3 points que dans la peinture, et clairement, pour Gobert, c'est compliqué. Heureusement que ses profils ne courent pas les rues en NBA. Alors face à ces difficultés, Snyder a tout tenté quand il a vu que Rudy était en galère, notamment une match-up zone, mais ça n'a pas fonctionné. De toute façon, ce jour-là, Denver, c'était n'importe quoi, ils étaient carrément intouchables. À la mi-temps, Jokic en était à 33 points et l'équipe avait cumulé un incroyable 15 sur 17 à 3 points. La défense d'Utah ne savait plus où donner de la tête. S'ils étaient dans la peinture, ils se faisaient bombarder, s'ils se concentraient sur le périmètre, le Serbe se régalait. Du coup, perso, je prends du recul et je prends ça plutôt comme un accident ou un exploit, et j'aimerais bien voir ce que ça donne cette saison sur une série de 7 matchs. Les Nuggets ne seront pas si adroits à chaque rencontre, et Quinn Snyder, j'en suis sûr, réussira à faire des ajustements cette fois-ci. Il l'a fait d'ailleurs dans la deuxième mi-temps, et même si le Jazz dut repartir avec une défaite, la seule dans les 17 derniers matchs, je le rappelle, leur volonté de recoller est à souligner. Donc bref, ne le cachons pas, Rudy est en galère face à Jokic, et le profil du Serbe fera probablement que ce sera toujours le cas. Mais je suis sûr qu'en matant des vidéos, en se plaçant mieux et en réfléchissant à des choses, le Français peut faire bien mieux. Et puis peu importe en tout cas, ce n'est pas ce match qui va changer mon avis sur le fait que Rudy Gobert est un défenseur d'élite. Ok, si tu veux, mais de toute façon, heureusement qu'il défend parce qu'en attaque il est bidon, j'ai l'impression. Ah, ça m'énerve quand j'entends ça, l'attaque ce n'est pas que le scoring. En post-up, il n'a pas beaucoup de moves et parfois il suffit de lui mettre un petit sur le dos pour le rendre inoffensif de haut panier. Et c'est vrai qu'en dehors des situations de pick and roll, le Français ne propose que peu de solutions pour mettre des points. Par contre, je veux le préciser, quand il arrive à accéder près du cercle, il assure quand même, il est limite inarrêtable. En NBA, il est juste celui qui met le plus de dunks depuis plusieurs saisons, et honnêtement, pour mettre le ballon dans le cercle avec efficacité, il n'y a pas mieux. Mais bref, est-ce que ne pas être un scoreur élite est vraiment si grave? D'ailleurs, est-ce que c'est réellement ce qu'on lui demande de faire à Utah? Je ne pense pas. Déjà, on le verra un peu après, des gars capables de mettre des points dans la team, il y en a une flopée. Mais en plus de ça, il faut en être conscient, Rudy leur facilite clairement la tâche. Il est le roi du sale boulot. Dans la stat des screen assists, c'est-à-dire les écrans qui emmènent un panier, il est premier dans la ligue, avec 6,6 par rencontre. Sur les situations de main à main, en tête de raquette, il est ultra efficace pour donner la balle aux arrières. Son côté difficile à contourner lui apporte de vraies qualités dans ce sens, et Snyder sait très bien l'utiliser. Mais ce qui me semble particulièrement important, c'est qu'avec le temps, il semble de plus en plus capable de s'investir dans ce rôle. Alors souvent, oui, je l'entends, Rudy ne touche pas assez la balle, ses coéquipiers le snob, il passe son temps à faire des allers-retours, il est frustré. Eh bien, je me dis que c'était peut-être le cas avant, mais là, ça me semble moins vrai aujourd'hui. À mon avis, son costume, il s'y est fait. Ce rôle est le sien, il l'accepte et il comprend que c'est bel et bien comme ça qu'il est le plus efficace pour l'équipe. Il force moins vers le cercle qu'auparavant et se concentre sur son taf. Il met moins de points que l'an dernier, mais en définitive, ce n'est pas dramatique. Après, si on veut être complet, faut ajouter que son adresse au lancer franc peut inquiéter un peu. Et c'est vrai que ses chiffres ne sont pas top, mais au final,
final, vu qu'il ne va en moyenne que 5 fois sur la ligne par rencontre, ce n'est pas non plus hyper rédhibitoire. Alors je ne vais pas le cacher, Rudy a de vraies failles, notamment en attaque. Mais encore une fois, je le répète, tout ce qu'il ne sait pas faire, Donovan Mitchell, lui, le fait à la perfection. Pourquoi Rudy se forcerait à faire des choses dont il n'est pas spécialiste quand justement il a des spécialistes à côté de lui? Sachant qu'en plus de ça, dans ce qu'on lui demande de faire, Rudy Gobert est juste un génie, ou pas loin. Je suis le génie de la langue. Alors si je devais résumer le début de saison du français, en gros, je dirais que Rudy fait du Rudy, avec ses qualités et ses défauts. Mais tout ça, maintenant, il en est conscient, il le gère tout en ayant développé des qualités élites dans son profil. Et finalement, quoi qu'on en dise, malgré les critiques, c'est toute l'équipe du Jazz qui en profite. Et cette équipe 2020-2021, maintenant, parlons-en. S'il me semblait important d'insister sur les deux piliers que sont Mitchell et Gobert, qui pour moi représentent l'âme de la franchise de Salt Lake City, ils n'emmèneront pas l'équipe au sommet à eux seuls. Et ce qui me plaît en fait, c'est que dans cet effectif composé de joueurs très intelligents, tout le monde les suit. La détermination du duo Rudy Gobert-Donovan Mitchell porte tout le monde vers le haut, et ça ne peut être que positif. Premier pion essentiel, Mike Conley. Le mec a largement été critiqué l'an dernier, et c'est vrai qu'il était décevant. En même temps, quand tu allies maladresse, perte de balle et défense aléatoire, c'est pas ouf, surtout quand ce sont toutes ces choses-là qu'on attend de toi en fait. Mais bon, peut-on vraiment lui en vouloir? Après 12 ans passés dans le grit and grind des Grizzlies, ça peut se comprendre qu'il ait besoin d'un petit temps d'adaptation, non? Surtout quand on sait que diverses blessures l'ont empêché de se mettre dans le rythme. Et en fait là, je trouve que ça s'est vu à partir du début de la bulle de Disney, Conley s'adapte beaucoup mieux au fur et à mesure. Aujourd'hui, il comprend le système de Quinn Snyder, il s'y sent à l'aise, il maîtrise son rôle et ça paye. Et ce qu'il faut retenir et qui change tout, c'est que cette saison, enfin, il met des shoots. À ce jour, il tourne à 41% à 3 points, et en carrière, jamais il n'a été aussi adroit, ça fait du bien. Et en parallèle, j'ai l'impression qu'avoir trouvé le bon tempo au tir l'aide dans tous les secteurs. On le sent plus impliqué dans la création pour lui ou pour les autres, et même en défense, c'est très bien. Donc ouais, pour conclure sur Conley, vous l'avez compris, je trouve qu'il montre un bien meilleur visage cette année. Tout ça, encore une fois, si l'on pense au futur proche du Jazz, ça permet d'être optimiste. Et puis si vous n'êtes toujours pas convaincu, Mike Conley, derrière lui, qui peut jouer sur les postes 1 et 2, il y a Jordan Clarkson. Pour moi, à ce jour, il fait partie des grands favoris pour remporter le trophée de 6e homme de l'année. Là aussi, avec l'âge, le développement, la maturité, le gars a fait des progrès affolants. Si pendant son début de carrière, je le considérais avant tout comme un croqueur au QI basket limité, ma vision a bien changé depuis. Et je pensais pas dire ça un jour, mais désormais, sa sélection de tir est très soignée. Il ne prend quasiment plus de long two, quasiment plus de mid-range et alterne entre drive ou shoot longue distance. Cette saison, il tourne à 38% à 3 points, tout en tirant 8 par match, c'est ultra propre. Et en fait, je me rends compte que son jeu vraiment atypique, je l'aime bien. Contrairement à pas mal de skinny guys qui utilisent principalement leur rapidité et leur handle pour pénétrer, Clarkson, lui, a d'autres outils. Un peu à la Boris Dio, je trouve, mais sur un poste d'arrière, il utilise des mouvements peu conventionnels, mais bien sentis. C'est justement ça qui fait sa force, ses moves sont tellement inattendus qu'ils sont indéfendables. Le mec peut tourner autour de la raquette en ne dribblant que de la main droite, passer sous le cercle, sans même regarder l'arceau, puis se retourner et mettre un flotteur avec un angle improbable. Franchement, j'adore. Il est un vrai créateur qui n'a besoin de l'aide de personne pour prendre ses tirs et qui remplit exactement ce que l'on attend d'un 6e homme. Il peut prendre feu très vite et apporter cette étincelle si importante en sortie de banc pour toute équipe qui vise un titre. Et en vrai, je trouve que l'une des raisons pour lesquelles il est si bon cette saison, c'est qu'il arrive très bien à profiter des écrans de Rudy. Attends, donc ça veut dire que Rudy Gobert joue avec la seconde unit? Bah pas pendant tout le match, mais à certains moments, dans chaque rencontre, ça arrive. Souvent, le français est le premier à sortir dans la rotation, et lorsqu'il re-rentre, c'est avec les remplaçants. Et je trouve ça très intelligent vu comment sa relation avec Clarkson fonctionne. Et surtout quand avec eux, Snyder met Conley pour éteindre complètement le 5 de remplaçants adverses. Là-dessus, dans ses rotations, le tacticien, je le trouve très bon pour trouver les joueurs qui sont complémentaires entre eux. Mais bref, si j'évoque ça, le fait que Rudy sorte souvent tôt, c'est que je veux en venir à Derrick Favors. Si Snyder peut se permettre de le faire sortir si vite le français, c'est que sur le banc, avec Favors, il possède un intérieur hyper expérimenté, qui connaît la maison et sait tout faire. Il est un peu le lien entre les starters et la seconde unit, et sans souci, il évoluera avec les deux line-up. Toujours efficace, toujours intelligent, il saura, dans son style discret, apporter aussi bien en attaque qu'en défense. Toutes ces petites choses qui ne se voient pas, tout ce combat, tout ce hustle que Favors apporte pour l'équipe est primordial selon moi. Comme beaucoup d'éléments du Jazz, je le disais, il est un joueur malin, qui peut s'adapter à beaucoup de choses. Et là-dessus, je serais catégorique. Son retour à Salt Lake City, après un an passé à la Nouvelle-Orléans, a fait un bien fou à la franchise. Donc voilà, déjà, en plus de Gobert et Mitchell, on a déjà évoqué quand même pas mal d'éléments importants, mais moi je veux vraiment me concentrer sur Royce O'Neal. Je vous disais tout à l'heure que les joueurs du Jazz étaient revenus cette saison avec un couteau entre les dents. Et bien, parmi les gars les plus déter, il y avait l'ailier. Qu'est-ce que je le trouve bon cette saison, ce joueur. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, car en termes de level, on n'est pas dans la même catégorie, mais dans le rôle, je trouve qu'il a un peu ce côté Draymond Green aux Warriors, en fait. Il est ce gars qui semble parfait pour enfiler le costume de 5e option offensive. Il est ce gars qui se fera oublier pendant que les défenses se concentrent sur les autres et qui assurera en faisant toujours les bonnes lectures. Et oui, il est cette espèce de mec toujours là où il faut, quand il faut, qui peut te mettre un 3 points quand il y en a besoin, qui fera l'extra passe, qui défendra, qui prendra des rebonds, tout
ça sans aucun déchet, ou presque. J'apprécie beaucoup ce genre de travailleur de l'ombre, et j'en suis persuadé, son rôle, aussi discret soit-il, a une grande part dans le succès de Utah. Puis je le répète, le plus fort là-dedans, c'est sa détermination qui est phénoménale. Donovan Mitchell évoque le sujet. Les gens ne connaissent pas bien Royce car nous ne sommes que rarement diffusés à la télévision nationale. Mais faites attention à lui, il a débarqué dans la meilleure forme de sa vie cette année. Depuis notre élimination de l'an dernier, il est déterminé et a encore poussé son éthique de travail à un niveau supérieur, et vous pouvez voir ce que ça donne sur le parquet. Effectivement, on peut le voir, Royce O'Neal est tout simplement en train de réaliser sa meilleure saison depuis son arrivée en NBA. C'est un truc hallucinant de voir comment cette expérience de la bulle a motivé tout le monde comme Jaja à Utah. Puis je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, mais je suis persuadé que les critiques récentes de Shaquille O'Neal envers Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont encore plus motivé tout l'effectif. Cette année, chez le Jazz, nous avons simplement une armée de guerriers prêts à en découdre. Tous ces éléments complémentaires, cette intelligence de jeu, ce QI basket, cette détermination, c'est quand même pas mal déjà, non? Ajoutez à ça un Joe Ingles essentiel par ses capacités de création et son adresse, mais aussi un Bojan Bogdanovic dans le rôle du sniper d'élite, et vous avez un collectif à faire rougir une actrice porno. Je le répète, mais tous ces éléments combinés à une volonté de partager le ballon, ça n'apporte que du bon. À Utah, la balle circule divinement bien, et face à ça, les défenses adverses sont souvent perdues. Là, ce que j'aime encore, c'est la polyvalence de tous les éléments. Si pas mal de gars, on l'a vu, sont doués dans le playmaking, d'autres assurent quand il s'agit de créer leur shoot. Allez, au hasard, Conley, Clarkson ou Mitchell. Toutes ces armes différentes combinées font que les hommes de Quinn Snyder arrivent constamment à trouver un bon shoot, c'est juste génial. Les extra passes sont monnaie courante, la balle vit et tout le monde est en mouvement. Honnêtement, je ne pensais jamais dire ça à ce point, mais autour d'un Donovan Mitchell en mode superstar offensivement, ce que propose le Jazz est juste magnifique, à la limite du Spurs basketball. Comme quoi, Quinn Snyder a été formé à bonne école. On veut juste faire en sorte que la balle n'arrête jamais d'être en mouvement. Notre objectif est de lire ce que nous propose la défense et de réagir en adéquation à ça au plus vite. Quand nous arrivons à le faire, nous pouvons développer le maximum du potentiel de nos qualités offensives. Et oui, c'est intéressant, cette recherche constante du gars ouvert permet à Utah d'être intraitable à 3 points. En étant la deuxième équipe qui prend le plus de triples, mais aussi la troisième la plus à droite, Bogdanovic et ses potes représentent purement et simplement la team qui, avec 17 de moyenne par rencontre, met le plus de paniers à 3 points en NBA. Mais vous voulez savoir le plus fou? Jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe n'avait réussi à rentrer autant de triples par match. Là, on est vraiment sur un truc de dingue cette saison. Grâce au QI des joueurs, à la circulation de balles, à la recherche de l'extra-pass et bien entendu à l'adresse des shooters, je ne veux pas leur enlever ça, le Jazz est en train de battre des records totalement historiques derrière la ligne. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Utah est juste la seule équipe dans toute la NBA à être dans le top 5 dans le offensive rating et le defensive rating. Ça aussi c'est un truc hallucinant. Et allez, on peut descendre jusqu'au top 10 et seules 2 équipes dans toute la NBA apparaissent dans ces deux stats. Il s'agit des Lakers et des Bucks. C'est pas n'importe qui non plus, et tout ça c'est très significatif à mes yeux. Mais pour conclure et résumer un peu tout ça, à mon sens, la principale nouveauté a lieu en attaque. Oui, en défense, même s'il y a eu quelques galères la saison dernière, ça fait quand même des années que l'équipe performe plutôt bien. Et en fait, c'est cette combinaison parfaite des deux aspects primordiaux qui composent le basket qui fait que le Jazz est au sommet de la NBA en ce début de saison. Ok, élite en attaque, élite en défense, j'avoue que c'est convaincant. Et donc, ils peuvent aller jusqu'où cette saison? Alors avant de répondre précisément à cette question, je veux apporter quelques limites, si on peut appeler ça des limites. Ce sera en tout cas des remarques nécessaires pour remettre bien les choses comme il faut dans leur contexte. Jusque-là, et c'est indéniable, le Jazz est l'une des équipes les moins touchées en NBA par les blessures ou la Covid, et ça, dans la situation actuelle, ça aide, c'est sûr. Ensuite, je ne vais pas dire que l'équipe n'a pas été testée, car depuis le début de la saison, elle a déjà battu par exemple les Clippers, les Bucks, les Pacers et les Celtics. C'est déjà pas mal à accrocher à un tableau de chasse. Mais là, le mois de février s'annonce totalement insane pour eux. Déjà pour vous, hier soir, je le répète parce que je suis frustré de pas l'avoir vu, il y a eu une confrontation contre Milwaukee. Là-dessus, vous en savez plus que moi, parce que cette rencontre, vous l'avez probablement vue, ou vous avez au moins vu le résultat, et j'imagine que ça a été riche en enseignements. Mais le truc, c'est que les Bucks, c'est bien, mais ça ne va pas s'arrêter là. Les hommes de Quinn Snyder vont carrément être challengés dans les prochains jours. Sur leur route, il y aura notamment les Clippers, les Lakers, les Sixers et le Heat, sachant que contre certaines équipes, il y aura des doubles confrontations, ça va envoyer. Tout ça, je pense, apportera dans un mois de vraies réponses à ma question du jour, mais ce que j'aime bien, c'est que les joueurs semblent prêts. Je pense que c'est bien pour nous d'affronter toutes ces bonnes équipes pour voir où on en est. Nous produisons du beau basket et nous nous sentons en forme. Je pense que c'est le meilleur moment pour nous de se tester face aux meilleures équipes. Alors voilà, je le répète, pour répondre à ma question, à mon avis, on aura bien plus d'éléments au mois de mars, mais ce n'est pas pour ça que je vais me défiler. Dans ce que j'ai vu depuis le début de la saison, ce que j'apprécie le plus, c'est la faculté du Jazz à dicter le rythme d'un match. À part contre les Nuggets, exception qui confirme la règle, sûrement, je les ai constamment trouvés dans le contrôle. Tout ça parce que désormais, et notamment grâce au progrès de Donovan Mitchell, c'est important d'insister là-dessus, il dispose d'une multitude de solutions pour mettre la balle dans le panier. Avant cette saison, si on schématise grossièrement, il suffisait de tout switcher pour mettre cette équipe en difficulté. Mais là, que ce soit via le pick and roll, la circulation de balle, la transition ou le shoot externe, j'ai l'impression qu'à chaque défense, Quinn Snyder peut apporter une réponse. Ça, c'est très très fort. Et quand on ajoute à ça leur faculté défensive, je me dis qu'il faudra s'accrocher quand même pour aller les chercher
chercher sur une série de 7 matchs. Ah ouais, clairement, t'en fais tes favoris donc? Non, détends-toi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pour moi, à l'ouest, en plus des Nuggets, des Blazers ou même des Suns, qu'il faudra suivre, mais que je mets un peu en dessous, je place encore les Clippers et les Lakers au-dessus d'eux, par exemple, dans ma liste de favoris. Par contre, affirmer que dans une série de 7 matchs, les deux teams de Los Angeles ont 100% de chance de gagner face au Jazz, ou même 80%, je n'irai pas jusque-là. Alors attention à la team de Salt Lake City, qui au vu du niveau de jeu produit, peut s'afficher en véritable outsider. Je ne dis pas non plus un favori, un contender, j'insiste, un outsider. Alors maintenant, sachant ça, jusqu'où vont-ils aller? La logique dirait que si à l'ouest je vois au moins deux équipes au-dessus d'eux, je ne les vois pas dépasser le deuxième tour. D'ailleurs, si j'écoute la voix de la raison, c'est ce que j'aurais tendance à penser. Maintenant, on le sait, être favori n'est pas une science exacte et les chocs sont monnaie courante en NBA. Alors en vrai, je n'ai même pas vraiment envie de fixer de limite à cette équipe. Ils ne sont pas mes favoris pour le titre, c'est sûr, mais en termes de capacité, il y a le potentiel pour aller jusque-là, j'en suis sûr. Maintenant, entre le potentiel, les capacités et la réalité, il y a souvent un monde, donc je ne vais pas me mouiller à ce point. Donc pour conclure cette vidéo et donner une réponse, je vais être un poil plus réaliste. Et du coup, je dirais que voir le Jazz en finale de conférence pour la première fois depuis 2007, cette saison ne me surprendrait pas plus que ça. Voilà pour ce qui est du Utah Jazz, voilà pour ce qui est de mon 43e Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Jusqu'où le Jazz ira-t-il cette saison, à votre avis? Peuvent-ils confirmer cette première place à l'ouest? Peuvent-ils faire douter des teams comme les Lakers ou les Clippers? Faites-moi vos retours en commentaire, ça m'intéresse de faire la moyenne de vos pronos un peu. Sinon, vous le savez, pour avoir une vision différente et complémentaire de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Récemment, pour l'anniversaire de la Linsanity, on a créé un mini-doc qui retrace l'aventure hors norme de l'ancien joueur des Knicks. Il y a plein de détails, de grosses images d'archives et je ne peux que vous conseiller d'aller checker. Je pense que même si vous connaissez le truc, vous apprendrez quand même des choses là-bas. Pour débattre avec la communauté et suivre tous mes projets au quotidien, ça ne change pas, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe. D'ailleurs, sur Insta en ce moment, si vous ne le saviez pas, le tournoi des All-Time Teams bat son plein, alors je vous invite vraiment à nous rejoindre pour apporter vos votes. Ouais, go soutenir votre équipe préférée avant qu'elle ne se fasse manger. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un max de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Ça c'est bon. Et ouais, c'est comme ça qu'on référence une vidéo sur YouTube, et le watch time là c'est important aussi, alors merci beaucoup d'être encore là. Ouais, franchement, sachez-le, c'est sûrement le meilleur soutien possible, à part Tipeee, de regarder une vidéo en entier. D'ailleurs, Tipeee, parlons-en, si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est bien grâce à ce site et tout ce que vous apportez là-bas que la chaîne existe encore aujourd'hui. Alors c'est clair, il y a eu une vraie baisse là dernièrement entre janvier et février, et je peux comprendre, c'est pas facile de soutenir sur la durée, constamment. Quoi qu'il en soit, je ne peux que remercier ceux qui ont été là, mais aussi ceux qui sont encore et toujours présents. On lâche rien la team, tous les mois on est là, et je vous kiffe trop pour ça. Gros big up à vous tous. À très vite.